Le texte que vous m'avez demandé de commenter est un extrait de La Princesse de Clèves qui a été écrit en 1678 par Madame de Lafayette. Il s'agit d'un roman historique dans lequel le personnage principal, Mademoiselle de Chartres, épouse Monsieur de Clèves et subit la cour de Monsieur de Nemours. Il s'agit donc de la vie d'une femme vertueuse confrontée aux dangers de la cour. Nous sommes ici dans la partie 3 et Madame de Clèves vient d'avouer à son mari non seulement qu'elle est aimée, mais aussi qu'elle aime. Simplement, elle refuse de dire le nom de l'homme dont il est question. Je passe ainsi à la lecture du texte. « Je ne vous répondrai rien, lui dit-elle en rougissant, et je ne vous donnerai aucun lieu, par mes réponses, de diminuer ni de fortifier vos soupçons. Mais si vous essayez de les éclaircir en m'observant, vous me donnerez un embarras qui paraîtra aux yeux de tout le monde. Au nom de Dieu, continua-t-elle, trouvez bon que sous le prétexte de quelque maladie, je ne vois personne. Non, madame, répliqua-t-il, on démêlerait bientôt que ce serait une chose supposée. Et de plus, je ne veux me fier qu'à vous-même. C'est le chemin que mon cœur me conseille de prendre, et la raison me conseille aussi. De l'humeur dont vous êtes, en vous laissant votre liberté, je vous donne des bornes plus étroites que je ne pourrais vous en prescrire. Pensant se libérer d'un poids, Madame de Clèves a donc avoué à son mari le tourment dans lequel elle est. Simplement, cet aveu ne va pas avoir l'effet escompté. Plutôt qu'un pardon, c'est bien à une nouvelle assignation à la cour qu'elle va se voir attribuer. Ainsi, on peut se poser la question suivante, en quoi l'aveu constitue-t-il un enfermement ? Pour traiter cette problématique, je diviserai le texte en 4 parties. Une partie pour chacune des répliques de Madame de Clèves puis de Monsieur de Clèves, puis le dernier paragraphe en 2 sous-mouvements, de la ligne 12 à la ligne 18, où l'on explique le comportement de Madame de Clèves à son retour à la cour, et de la ligne 18 à la ligne 23, dans lequel on va nous donner le point de vue de Monsieur de Nemours sur le comportement de Madame de Clèves. Je commence ainsi le commentaire. Le texte s'ouvre sur une négation totale, assortie d'un futur de l'indicatif, qui va avoir ici une valeur de certitude. On peut rappeler que la négation est un stylème concernant la princesse de Clèves, ce qui va se vérifier ici, c'est-à-dire que le personnage de la princesse de Clèves sera principalement concerné par les négations dans le texte. Cette ouverture sur l'absence de parole est du coup une ouverture paradoxale, puisqu'il s'agit ici d'une prétérition. On dit que l'on ne dit pas, paradoxe qui vient amorcer celui de cet enfermement paradoxal de l'aveu. Elle dit qu'elle ne dit rien, mais cela ne l'empêche pas de parler, puisque c'est son corps ici qui va prendre le relais. Le rougissement dont elle fait preuve en dit plus long qu'elle. Les mêmes remarques s'appliquent sur la suite de la phrase. On retrouve la négation totale, assortie du futur de l'indicatif, négation qui va se redoubler par la conjonction de coordination ni, qui coordonne les deux verbes à l'infinitif, diminuer ou fortifier les soupçons de Monsieur de Clèves. À cette affirmation forte et cependant paradoxale, puisqu'elle passe par une négation, Madame de Clèves donne une raison. Il s'agit l'aveu qui est fait dans l'intimité, pourrait avoir des répercussions dans le monde. En effet, le corps parlant, il s'agit de cacher la vérité, car cette vérité pourrait constituer un embarras aux yeux du monde, et on retrouve le futur à valeur de certitude, les mots éclaircir, observer ou paraître et les yeux du monde, rappelant que la cour est un lieu d'apparence, apparence qu'ils ont réussi à quitter en venant ici à Coulommiers. Ici, dans cette retraite, il est possible de dire la vérité, simplement c'est quelque chose qui est impossible à la cour, ce qui explique précisément la condition qu'elle donne, à savoir de ne pas retourner à la cour. Cette condition, formulée ici à l'impératif, est présentée ici comme une supplication de la part de la princesse de Clèves, supplication assortie à l'expression lexicalisée « au nom de Dieu », qui va venir montrer précisément le caractère religieux de l'aveu de cette faute, qui s'assortit d'une valeur morale, que l'on retrouve dans l'adjectif « bon », « trouver bon que ». C'est à cause de sa moralité qu'elle fait l'aveu, et c'est à cause de sa moralité que le personnage refuse de voir d'autres personnes, de paraître aux yeux du monde. Ici, il s'agit toujours de trouver des excuses pour ne pas aller au lieu des faux-semblants, et cette excuse sera celle de la maladie. Excuse intéressante, puisque précisément, l'aveu est un mal à dire, quelque chose qu'il est difficile de dire. Point intéressant, le jeu des pronoms,
première personne, deuxième personne, première personne, formule ici un chiasme qui va modéliser déjà l'enfermement dans lequel le personnage de la princesse de Clèves se met elle-même. Par ailleurs, à ses pronoms personnels, le « je » est toujours assorti de négation totale et le « vous » ne l'est jamais. Le « vous » est toujours sujet de phrases affirmatives. Il s'agit ici bel et bien de nier son désir, et cette négation est précisément la source de l'enfermement personnel. Monsieur de Clèves refuse la supplication de son épouse, et c'est le début de ma deuxième partie, en lui opposant exactement la raison qu'elle-même avait évoquée. On démêlerait bientôt que ce serait une chose supposée. Simplement ici, le futur de certitude est remplacé par le conditionnel d'hypothèse, mais la chose supposée rappelle les soupçons évoqués à la ligne 3. Habituée de ce genre d'histoire, la cour verrait tout de suite, à travers ce qu'on ne dit pas, la réalité des faits. Mais à cette raison hypothétique va s'en ajouter une autre, cette fois-ci beaucoup plus forte, puisqu'elle est donnée à l'indicatif présent, à travers un verbe de volition, une périphrase volitive, renforcée par une négation exceptive, je ne veux me fier qu'à vous-même, et introduite par deux marqueurs de l'adjonction, la conjonction de coordination et la périphrase de plus. Tout cela va montrer que le cœur du raisonnement de M. de Clèves, c'est la confiance qu'il voue à son épouse. Confiance présente à travers le verbe fier, qui rappelle lui-même le nom commun foi, qui montre bien la dimension morale qui englobe à la fois l'aveu et la réponse à cet aveu. Cette notion de foi est présente dans parallélisme entre le cœur et la raison, parallélisme renforcé par les verbes pronominaux utilisés en usage réfléchi, mon cœur me conseille, la raison me conseille, et tout cela va dessiner un chemin, sans doute le droit chemin, celui de la morale. C'est donc à la foi qu'il a en son épouse qu'il se remet, foi qui est fondée sur une humeur. On retrouve ici le vocabulaire médical, donc à la maladie supposée évoquée à la ligne 5 par Madame de Clèves, Monsieur de Clèves, lui, oppose l'humeur dont elle est, c'est-à-dire le tempérament, son être. À la maladie apparente, on oppose l'essence de ce qu'elle est, et cette essence est une essence morale à laquelle il se fie. Cependant, cette confiance est paradoxale à double titre, puisque premièrement, M. de Clèves dit lui laisser la liberté, alors même qu'il l'oblige à revenir à la cour. De plus, cette liberté supposée va être opposée aux bornes étroites, renforcées par le comparatif de supériorité plus que, qui va venir montrer que ici, dans le cadre de cet aveu, la moralité de Madame de Clèves est si rigoureuse qu'elle constitue la meilleure garantie quant à son comportement. On retrouve ici, d'ailleurs, l'utilisation des valeurs des verbes qui va venir renforcer cette idée. Les bornes les plus étroites sont exprimées à l'indicatif présent, alors que la réponse du mari est évoquée ici au conditionnel. Et c'est ainsi que je commence ma troisième partie. Le paradoxe qui a priori ne pouvait pas donc se réaliser dans le réel, se trouve pour le coup réalisé. Monsieur de Clèves ne se trompait pas. Et ce paradoxe réalisé repose bel et bien sur la confiance, qui fait référence au verbe fier à la ligne 12, confiance qui fortifie davantage son épouse contre Monsieur de Nemours. Ici, dans le verbe fortifier, on retrouve l'idée de fort et du coup l'idée d'enfermement. Elle est aussi bien protégée qu'en prison, le verbe fortifier étant par ailleurs renforcé par l'adverbe davantage. Donc non seulement Madame de Clèves s'enferme elle-même, mais en plus l'aveu qu'elle a fait à son mari renforce cet enfermement. On retrouve le comparatif de supériorité plus que, donc les bornes plus étroites évoquées par le mari se matérialisent par des résolutions plus austères. C'est donc bien une intégration de la limite, une intégration de l'enfermement. Enfermement bien plus fort qu'aucune contrainte, sous-entendu physique, qu'aurait pu subir Madame de Clèves. Et en cela, c'est bel et bien le fait de revenir à la cour qui va permettre d'illustrer l'intégration de l'enfermement, et non pas, justement, le fait de rester à Coulommiers seul. Donc le paradoxe de la liberté et de la contrainte se poursuit, puisque le personnage
reprend ses habitudes, elle est donc toujours enfermée dans ses habitudes, et enfermée dans ses habitudes, elle ne peut qu'être confrontée à M. de Nemours, simplement l'aveu, l'enferme davantage, donc elle évite la présence et les yeux de M. de Nemours, avec soin. La maladie supposée de la ligne 5 devient une maladie réelle, une maladie réelle qu'il s'agit de soigner, et cette maladie, c'est la présence de M. de Nemours. Et cet évitement, qui est une autre forme de l'enfermement, engendre un doute chez M. de Nemours, qui, se croyant aimé d'elle, n'en a aucune preuve, formule dans laquelle on retrouve l'expression d'un chiasme, modélisation de l'enfermement, au travers, toujours, de l'usage des pronoms, pronom sujet féminin, pronom objet masculin, pronom sujet masculin, pronom objet féminin. Elle lui ôta, il avait de se croire aimé d'elle. Je passe ainsi à ma dernière partie, qui s'ouvre sur un chiasme. Il ne voyait rien, il ne savait si ce qu'il avait entendu, puisque les verbes ici vont faire référence aux yeux et à la présence de M. de Nemours. Dans le passage des noms communs aux verbes, on retrouve toujours cette idée d'enfermement, qui est la résultante de l'aveu qui a été fait. Les deux phrases ici convoquent deux sens différents, la vue et l'ouïe, mais dans le même but. L'explicitation du doute de M. de Nemours, doute qui va rejeter le fait de se croire aimé dans l'irréel, irréel que l'on va retrouver avec le subjonctif persuada, avec le nom commun songe, avec les tournures négatives, avec l'expression il y trouvait peu de vraisemblance. Ainsi, ce qu'il croit est rejeté dans l'invraisemblable, est rejeté dans l'impossible, du fait de l'enfermement de Madame de Clèves dans les bornes morales qu'elle se fixe elle-même par son aveu. Cependant, il s'agit ici de résolution, c'est donc bien une limite morale, un enfermement moral, mais de la même manière que le corps de Madame de Clèves parlait dès la ligne 1, le corps de Madame de Clèves continue de parler pour M. de Nemours, et c'est ce sur quoi termine le texte. Il y a tout de même une preuve du fait qu'elle l'aime, et c'est précisément l'extrême tristesse de Madame de Clèves qui est la conséquence de cet enfermement moral. L'aveu constituant un refus du désir, l'enfermement moral qui en résulte, ne peut que se manifester extérieurement par la tristesse, et cette tristesse est renforcée par l'adjectif antéposé extrême, éminemment subjectif. Cette tristesse est l'effet de son corps qui parle, simplement il va y avoir un renversement complet du montré et du caché, et ce passage du comportement de la princesse de Clèves au comportement de M. de Nemours, qui était signalé par un chiasme, à l'intérieur de l'interprétation de M. de Nemours, on va ici avoir un parallélisme, il ne voyait rien, il avait entendu, peut-être que des regards et des paroles obligeantes. Donc ici, le passage du chiasme au parallélisme vient montrer que M. de Nemours arrive à percevoir dans l'apparence négative, en réalité, l'amour de Madame de Clèves. Nous sommes dans un système hypothétique, une expérience de pensée. M. de Nemours imagine que cette extrême tristesse augmente en lui plus l'amour qu'il lui porte que des manifestations de joie. C'est exactement ce que M. de Clèves disait au début de l'aveu. M. de Clèves, comme M. de Nemours, sont alertés ou confortés par la tristesse de Madame de Clèves et non pas par la joie qu'elle devrait manifester dans ce contexte de cours. Le texte se clôt sur la conduite austère de Madame de Clèves. Il y a donc bien un transfert de l'enfermement moral à l'enfermement physique à travers le nom de conduite et la postposition de l'adjectif austère qui va venir montrer son caractère objectif, adjectif qui apparaissait déjà dans les résolutions intérieures, morales, et qui va se transcrire ici dans sa conduite. En quoi l'aveu constitue-t-il un enfermement ? Premièrement, nous avons vu que le texte repose sur de multiples paradoxes. Il s'agit de dire qu'on ne parlera pas, de contraindre sous prétexte de liberté, de manifester son amour par sa tristesse. Multiples paradoxes qui vont venir pointer du doigt le caractère paradoxal des conséquences de cet aveu. Cet aveu, ici, qui est censé libérer, va en réalité constituer un enfermement, ce qui va se traduire par les champs lexicaux de l'empêchement, les divers usages des chiasmes, et surtout l'usage des superlatifs et des comparatifs qui vont venir
renforcer l'idée d'enfermement, à la fois enfermement moral interne et enfermement physique, quoique paradoxal, avec le transfert sur les conduites dans la cour. Autre point d'intérêt, c'est l'usage massif de la négation, qui va constituer l'aveu comme négation du désir. Simplement, cette négation du désir n'est pas une abolition du désir, puisque celui-ci continue de s'exprimer par l'intermédiaire du corps, qui rougit, que l'on observe, qui manifeste, au-delà du silence. Ainsi, l'aveu, en tant que reconnaissance de la faute, vient bien signifier le caractère moral de la princesse de Clèves, mais ce caractère moral signifie lui-même la force morale de la princesse, qui agit ici à contre-courant des maximes communément admises, et cette force morale va être utilisée par M. de Clèves afin qu'il constitue lui-même un enfermement plus grand qu'un simple enfermement physique. D'où l'importance du caractère religieux qui est réaffirmé dans le texte et qui va venir ici valider l'austérité du comportement final. Ainsi, la libération intime qu'aurait dû permettre l'aveu va paradoxalement entraîner un enfermement social. Cependant, l'aveu étant imparfait, puisqu'il est incomplet, l'enfermement social sera lui-même aussi imparfait, puisque cet enfermement laissera transparaître la réalité que tentait de dissimuler l'aveu. Je passe ainsi à la question de grammaire. Vous m'avez demandé de traiter les valeurs modales de la ligne 19 à 23. Ce qu'on appelle une valeur, c'est le sens de l'utilisation ici d'un mode dans le contexte. Ici, j'ai repéré 4 modes différents. Nous avons 4 verbes à l'indicatif. Assurait, s'était trompé, était, ligne 20, et faisait, ligne 23. Ici, l'indicatif est le mode général du récit, et celui qu'on utilise couramment pour indiquer le réel ou ce que l'on veut désigner comme réel. Nous pouvons aussi repérer 2 subjonctifs, fi, ligne 21, dont on peut repérer qu'il est un subjonctif à cause de l'accent circonflexe, et nus patent augmenté, ligne 22. Ici, le subjonctif va désigner à l'inverse de l'indicatif ce qui est irréel, puisque ici, nous sommes dans des expériences de pensée, puisqu'ici, les efforts qu'elle fait pour cacher son amour ne sont pas visibles, on ne voit pas qu'elle fait des efforts, et d'autre part, pour le deuxième verbe, nous sommes ici dans un système hypothétique qui va être introduit par la locution peut-être que, et qui va venir valider l'irréalité du mode. Nous avons ensuite un seul infinitif, il s'agit de cacher. Le mode infinitif a pour vocation de transformer un verbe en nom, de le substantiver. Cacher ici va bien avoir une fonction nominale, une fonction de complément circonstanciel de but. Simplement ici, la substantivation n'est pas totale, puisque cacher possède un COD, pour cacher quoi? Là, en l'occurrence l'extrême tristesse. Donc possédant un COD, il conserve bien son utilisation verbale. Pour la cacher devient donc une proposition infinitive, tout en conservant évidemment sa fonction de complément circonstanciel de but. Enfin, nous avons 3 participes, tromper et augmenter, lignes 20 et 22, qui servent simplement dans la conjugaison au temps composé. S'était trompé et nus patent augmenté étant du plus que parfait respectivement de l'indicatif et du subjonctif. Et nous avons aussi un participe présent, obligeante, participe présent qui permet ici de transformer le verbe obligé en un adjectif obligeant, une valeur d'adjectif que l'on peut reconnaître pour 2 raisons. Premièrement, grâce à l'accord au féminin pluriel et au fait qu'il est épithète lié du nom parole.